gérer une question très problématique liée aux déchets. Parce que vous savez, on va injecter les gens, il y a des seringues, il y a des matériels qu'on va jeter, mais les précautions ont été prises pour que la campagne se mène très, très bien. Toutes les dispositions ont été prises pour la réussite de la dite campagne. Les sites de vaccination sont installés dans les écoles, les églises, les universités. Le ministre provincial de la Santé affirme que le Menafrivac, ce vaccin contre la méningite, est disponible pour pouvoir sauver des vies de la population. La seule chose que nous disons, ce vaccin, il est efficace et il prévient contre une maladie très mortelle, très contagieuse aussi, et une maladie qui laisse des séquelles très lourdes. Et donc, nous demandons à toute la population du Sud Kivu, ceux qui sont concernés, de venir se faire vacciner et ceux qui ne sont pas concernés, de pouvoir sensibiliser la population. Notons par ailleurs que cette campagne va durer 10 jours, soit du 23 février au 3 mars. Processus électoral, l'envoyé spécial de Barack Obama dans la région des Grands Lacs a échangé lundi dans l'avant-midi avec le président de la Chambre basse du Parlement. Aubin Minakou a reçu de Thomas Perriello des assurances des USA quant à leur rapport sur l'aboutissement harmonieux et pacifique du dit processus. Voilà, donc nous avons apprécié la discussion que nous avons eue avec le président de l'Assemblée nationale parce que nous estimons que toutes les structures du gouvernement sont essentielles pour essayer de trouver une solution en cette période très importante et cruciale du processus électoral dans ce pays. Nous croyons que c'est une opportunité tout à fait importante et historique pour la population de la République démocratique du Congo qui a passé beaucoup d'années de guerre et je pense que maintenant l'occasion avec un moment de liberté limitée et je crois que maintenant l'occasion leur est offerte de pouvoir s'exprimer afin de décider la voie à suivre afin d'un avenir plus sûr et plus radieux et également penser au développement économique de leur pays. Nous croyons qu'il faut trouver une voie de sortie et nous savons qu'il y a eu quelques petits écarmouches avec quelques membres qui ont connu quelques problèmes par le passé, mais nous croyons qu'il faut que le pays trouve une voie de sortie et je pense qu'un dialogue, si elle est bien tenu, ce serait un moyen de trouver une bonne perspective afin d'organiser les élections dans les délais les plus constitutionnels. Le bureau de la majorité présidentielle s'est réuni hier pour faire le point de la réalisation du consensus autour du dialogue inclusif convoqué par le chef de l'État autour de son secrétaire général. La famille politique du chef de l'État a salué le dernier communiqué de 4 organisations internationales et promet son soutien au chef de l'État pour l'aboutissement de son initiative. Le bureau politique de la majorité présidentielle déplore l'inconséquence politique de certains acteurs qui refusent, sans raison valable, de rejoindre la dynamique du consensus national et donnent une interprétation fantaisiste et tendancieuse des articles 75 et 76 qui aboutit en réalité à violer la Constitution. En effet, les articles en question ne demandent pas au président de la République d'abandonner le pouvoir à un président intérimaire comme le prétendent certains. L'article 70 dispose, je cite, « À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. » Bien plus, l'article 76 donne des précisions utiles quant à la vacance de la présidence de la République qui est déclarée par la Cour constitutionnelle, saisie par le gouvernement et non par un groupe d'intérêts ou une association momentanée qui au risque de tomber sous le coup de l'article 64 qui dispose que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Le bureau politique de la majorité présidentielle saisit cette occasion pour demander à tout acteur politique de privilégier le sort de notre démocratie et de nos populations au détriment de la prétention vaine et anticonstitutionnelle de vouloir gérer le pays sans le mandat du peuple.
Nous le disions en titre, c'est hier qu'a eu lieu la présentation du plan au Palais de la Nation du plan stratégique national du développement de la RDC. Avec ce plan, l'action gouvernementale ne devra plus répondre uniquement à l'appel des urgences, mais elle devra s'inscrire dans le cadre d'un plan stratégique pluriannuel de développement du pays. Il est conçu par des experts congolais de la RDC avec le concours des Coréens. Sa présentation a été faite par Néhémie Mouilania, directeur de cabinet du chef de l'État. Le plan stratégique national de développement pour la République démocratique du Congo, dont nous avons l'insigne honneur de porter l'existence à l'attention du public par vos médias interposés. Avec ce plan, l'action gouvernementale ne devra plus répondre uniquement à l'appel des urgences ou de la stabilité politique et économique, mais elle devra s'inscrire, comme l'a si bien précisé le chef de l'État lors de son dernier discours sur l'état de la nation, dans le cadre d'un plan stratégique pluriannuel de développement du pays. Parlant coopération, le nouvel ambassadeur de la RDC en Tanzanie a présenté hier ses lettres de créance au président tanzanien Jean-Pierre Mutamba, accrédité auprès du président John Magufuli, se penchera notamment sur des sujets prioritaires qui lient les deux pays, à savoir la stabilité de la sous-région face à la montée du terrorisme islamiste et bien entendu les voies et moyens de renforcer la coopération dans le domaine touristique, notant que la Tanzanie est un pays qui s'appuie sur les ressources naturelles, la RDC étant également une mine d'or avec sa variété ethnique. Autre chose à présent, le boom démographique à Kinshasa, l'empiètement des entreprises, des routes sont là les facteurs qui favorisent la destruction de certaines chaussées de la capitale. C'est là une des conclusions de la descente sur terrain du ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Lundi, dans quelques avenues, Fridolin Kaswechi s'y était rendu en visite d'inspection. Suivez. Conçu pour abriter 600 000 habitants, Kinshasa en abrite aujourd'hui 12 millions. Sur le plan des infrastructures d'assainissement, le dépassement est visible après chaque grande pluie. Pour évaluer le déficit, le ministre en charge des travaux publics a fait une ronde de la ville en compagnie du ministre provincial des travaux publics de Kinshasa. Le verdict est sans appel après l'inspection des avenues Nyangwe, Bokassa, Flambeau ou Roi-Baudouin. Là où l'activité humaine est moindre, les assainissements ne sont pas envahis. À tout ceci s'ajoute l'empiètement des emprises des routes qui obligent les eaux à couler sur la chaussée. C'est une population concentrée, vous vous en doutez bien, sur environ 450 km² sur les 10 000 km² environ que compte la ville de Kinshasa. Donc on a une densité d'environ 20 000 habitants au kilomètre carré. C'est parmi les villes les plus denses du monde. Et donc, il y a tous ces problèmes de gestion de l'espace, la gestion des déchets, la gestion des ouvrages d'assainissement et les investissements requis pour ce genre de mégapoles devraient être d'au moins $50 par habitant par an en termes d'investissement. Faites les calculs, pour 12 millions d'habitants, on aurait dû avoir besoin de $600 millions américains pour tenir la ville de manière plus ou moins convenable pour être dans les standards de beaucoup de pays africains. Mais là, sous contrôle du ministre des Travaux publics ici présent, qui s'occupe aussi du budget, je ne pense pas que la ville puisse recevoir plus de $50 millions en termes d'investissement. Ces interventions qu'on fait pour les peu de unités qui ont été ciblées à travers ces différentes comptes qu'on a faites vont avoisiner environ $15 millions américains. Quand je prends l'avenue Beseke, l'avenue Ngouma, je prends cette avenue ici Flambeau, l'avenue Lombo-Makiadi, l'avenue Kabinda, les ouvrages ici, par-ci, par-là. Je n'ai même pas encore évoqué les constructions nouvelles telles que l'avenue Bypass qui est en train d'être refaite complètement. Tout le monde doit donc être acteur pour que le pays arrive à vaincre cet état de choses. Puis ce drame survenu dernièrement au quartier Boutsili, dans la ville de Beni. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. 2 personnes ont été retrouvées mortes. Les victimes ont été surprises en plein sommeil par les assaillants qui n'ont pas hésité à les abattre. Une découverte qui vient d'accentuer davantage les cas des répétitions des meurtres dans cette contrée. Et le Conseil urbain de la jeunesse en appelle au sens de responsabilité des autorités. Suivez.
Parmi les victimes figure un pasteur de l'église CPCA, Mwindo Kichungu, résident à Butembo et qui était dans une mission de l'église à Beni. Les assaillants ont surgi dans leur maison et les ont tout simplement exécutés par balle sans emporter des effets. Monsieur Kambale Kichungu est le responsable de la maison visée. C'était vers 0h30, j'ai écouté une grosse pierre frapper sur la porte. La porte s'est aussitôt cassée, ils m'ont trouvé dans ma chambre, j'ai fait les morts, j'ai pas bougé. Ils sont passés ensuite dans la chambre des enfants. Par après, ils sont sortis à l'extérieur pour aller ouvrir de force une autre porte de l'extérieur où s'est couché les visiteurs. Et je les ai attendus dire, amenez de l'argent, si vous n'en avez pas, nous allons vous tuer. À partir de là, j'ai beaucoup paniqué, je pas su ce qui s'est passé exactement ensuite. Je me retrouve 10 minutes après, je cherche mon téléphone pour appeler le chef de quartier Ngongolio. Et c'est bien lui qui a aussi appelé les policiers qui étaient en patrouille. Quelques minutes après ces doubles assassinats, les conseils urbains de la jeunesse tapent du poing sur la table. Son président, Jumi Kamate Kioma, veut voir une mobilisation des autorités avant de se prendre en charge. Nous demandons aux autorités policières de faire leur travail ainsi qu'aux autorités militaires, surtout ceux qui sont chargés de la sécurisation de la ville de Beni, parce que nous en avons assez. Il n'y a pas de mesures efficaces. Nous allons demander à la jeunesse de nous autoprendre en charge. Les éléments des patrouilles sont arrivés sur le lieu du drame 1 heure après que les assaillants se soient retirés du lieu. C'est lundi matin, le maire de Beni a ordonné la mise des corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Beni en attendant la poursuite des enquêtes. Créée avec comme vocation principale la formation des environnementalistes, l'Université de la conservation de la nature et le développement de Kashugo compte déverser dans quelques jours ses premiers docteurs spécialistes en médecine humaine. Ils seront au total 50 finalistes qui recevront leur diplôme après avoir suivi une formation qui devra contribuer à sauver des vies dans la province du Nord Kivu en particulier et de la RDC en général. Ils sont au total 50 finalistes en médecine qui prennent part à ces grands jurys depuis ce lundi. Un véritable motif de satisfaction pour les promoteurs de cette institution qui, au départ, en créant l'UCNDK, avait le but de former les environnementalistes de la région. Je suis très joyeux parce qu'à créer l'UCNDK, qui est une université de la conservation de la nature, selon les études, on ne peut pas faire une bonne conservation sans impliquer le développement. Et le plus souvent, c'est les soins des humains qui contribuent à bien conserver la nature. Donc il faut être en bonne santé pour être un bon conservateur. Les animaux même, pour être bien protégés, il faut qu'ils soient en bonne santé. Donc la conservation et la médecine, ils vont vraiment de pair. Alors c'est ici que j'avais pensé qu'un jour il fallait mettre une faculté de médecine à l'UCNDK. Ça a pris beaucoup de temps, ce n'était pas facile. Le ministère a compris qu'il fallait absolument qu'il y ait une faculté de médecine. Ils sont venus homologuer les diplômes. Les candidats qui vont être évalués sont déjà homologués. Celui qui réussit aura automatiquement son diplôme. Alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, après 10 ans, maintenant, on aura le premier médecin qui va sortir à l'UCNDK. Pour ces jurys, l'UCNDK a fait recours à des éminents professeurs et docteurs venant des grandes universités du pays, dans l'optique de faire sortir des vrais sauveurs des vies. Rien n'a été laissé ni choisi au hasard. Tout a été fait minutieusement en connaissance des causes. C'est ainsi que, dans son opérationnalisation, le grand jury est composé de 5 différents jurys ou organes qui siégeront indépendamment. Le jury central, c'est-à-dire celui chargé de l'organisation des épreuves à faculté de médecine, ne fera que rassembler les décisions prises au sein de chaque organe du grand jury. Pour chaque jury ou organe dédié à une spécialité de la médecine, je vous informe que des sommités dans chaque domaine ont été identifiées à travers toute la République démocratique du Congo.
et invités pour présider les séances. D'ici une semaine, parmi ces candidats sortiront des docteurs que Lucien Deka jettera sur le marché de l'emploi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au 341 sur le bouquet Canal 7.